Attention, attention, le podcast des petites frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Hello, bienvenue au podcast Les Petites Frousses où on vous parle de morts insolites et de phénomènes inexpliqués. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas. J'en ai parlé souvent. Je suis restée très vague quand je vous en ai parlé. Je vais parler de quelqu'un qui est resté piégé dans une grotte. Ah oui, ça fait une couple de fois que t'effleures le sujet. Oui, c'est ça. Si jamais vous êtes claustrophobe, c'est peut-être pas l'épisode pour vous aujourd'hui. Définitivement pas, c'est très angoissant. Laissez-moi vous le dire. Puis là, je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà visité une grotte, vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire? Est-ce que ça vous... Ben moi, je suis vraiment claustrophobe. J'ai peur que genre, le plafond me tombe sur la tête. J'ai jamais, non, visité de grotte. Même, mettons, l'hiver, là, quand mon frère faisait des igloos, je voulais pas y aller. Ah, genre, ouais. j'angoissais, ouais. Ah. Ouais, fait que... Mais j'aime ça, les histoires de ça. Ah. Parce qu'on dirait que je me dis, j'ai juste à pas y aller, puis tout va bien aller. Oui, parce que c'est très beau. Des fois, il y a des grottes qui sont... L'intérieur des grottes qui sont magnifiques, là. Toi, Félix? J'ai pas l'impression que oui. J'ai pas l'impression, dans le fond. J'essaie de penser en voyage ou des trucs comme ça, puis... C'est comme dans OD, là, quand ils vont dans des... comment ils appellent ça? C'est quoi, des cénotés, Des là? cénotés, ouais. Je me rappelle qu'une fois, justement, on écoutait OD, ça fait genre 2 ans, là. Non, peut-être pas, ça fait pas si longtemps qu'on est ensemble. Ça fait si longtemps qu'on est ensemble? Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? 2 ans. Fait que là, franchement... Mais on écoutait OD, puis genre, il y avait une visite en grotte, puis je me disais, impossible. Fallait qu'il passe dans un petit espace avec de l'eau. S'il y a une grotte puis de l'eau, c'est sûr, c'est cancel, là. Ah, Il faut genre ouais. tu plonges pour sortir quelque part d'autre, c'est impossible. Non, ça, c'est sûr, Mais je fais les pas ça. insectes qui s'y trouvent également, c'est genre gorgé d'araignées souvent, là. Ouais. Des C'est petites atroce. bébites qui aiment Bébé d'humidité, là. la noirceur et l'humidité. Ouais, c'est pas très Non, je amusant. pense pas que je suis déjà allé dans une grotte. Je sais pas, je m'en souviens pas. T'aimerais-tu ça? Ben oui, quand même. Tu vrai? Moi, je trouve ça cool, là, les places où ils vont. Je ferais pas, je me mettrais pas un casque puis j'irais pas dans des endroits full coincés, là, comme tu nommais, là, mais disons, tu sais, aller, mettons, nager dans une grotte, là, qu'il y a de l'éclairage puis que c'est de la belle eau, je serais down, là. OK. Fait qu'un petit truc touristique facile. Ouais, c'est ça. Qui est pas étroit. Ben, tu sais, non, là, j'ai pas envie de passer dans une petite craque au risque de rester pris. Une belle flexibilité, Félix, en plus. Non, ça serait pas possible. Donc, on y va en grands espaces. Oui, ouais, ça, Grand je grotte. serais d'accord. Genre, tu fais juste passer dans une petite craque de roche, puis là, finalement, qui est bien large, là. Ouais. Mais dans le fond, c'est... Grotte accessible aux ours. Ah! Love it. C'est noté. C'est une très bonne idée. Donc, je me lance aujourd'hui avec l'histoire de la grotte Naughty Potty. Ça vous dit quelque chose? Non, mais je trouve ça cute comme nom. Naughty Potty? Genre Naughty Potty. Ou- Naughty Potty. naughty comme Non, pas. t'es vilain. Ah, non, c'est pas bien. C'est plus comme une note. Comme une petite noix. Une petite noix. Potty. Comme Naughty un... Potty, comme une petite potée, là. Je vais vous expliquer la raison du nom plus tard. OK. Pour la vie aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a écrit « Ce podcast se classe parmi les grands. Très bien fait, captivant du début à la fin. Je vous le conseille plus. » Ça, c'est vraiment smart. Mais merci tellement. Mais Ça, là, c'est vraiment gentil. ça part bien. Hey. Là, mettons, ma tête. Excusez, là. Ma tête, elle passe pas dans le corps de peau. Mais non, c'est sûr. Fait que la grotte Naughty Potty, c'est vrai que je le prononce un peu. Ben correct. Naughty Potty. J'adore. Regarde. Elle est située dans l'Utah, aux États-Unis. Elle a été découverte par un homme nommé Dale Green en 1960, après qu'un de ses amis agriculteurs l'ait informé avoir remarqué des vapeurs chaudes s'échappant du sol, d'un trou dans le sol. Fait que là, oh, C'était un trou par terre. l'entrée est un trou dans le plancher, dans la roche. OK, puis eux, ils sont glissés dans le trou. Ouais. Aïe, aïe. Quand Dale et ses compagnons ont pénétré dans la grotte pour la première fois, il n'y avait aucune idée de ce qui les attendait à l'intérieur. Dès qu'ils sont entrés, ils ont eu l'impression que cet endroit était encore intact, que personne n'était allé dedans. Comme Dale l'a dit, dès notre arrivée, il n'y avait aucune trace d'une présence antérieure. À l'époque, Dale ne devait pas se douter que la grotte deviendrait un lieu incontournable qui attirerait les touristes et des milliers de visiteurs chaque année. Il pouvait en aucun cas prévoir qu'un jeune explorateur y perdrait la vie. Oh. Donc,
Donc, la personne qui a perdu la vie dans la grotte Notipoti s'appelle John Edward Jones. Il est né le 23 août 1983. Il était originaire de l'Utah, mais vivait dans l'État de Virginie avec sa femme Emily, qu'il avait épousée en 2006. Le couple avait eu une fille en 2008 nommée Lizzie. Leur deuxième enfant, un garçon qui porterait le nom de John Jr., allait naître en juin 2010. D'après sa famille, John était un père dévoué qui s'épanouissait pleinement dans son rôle de parent. John avait tout d'abord commencé ses études à l'université Brigham Young, dans l'Utah, avant de se diriger en médecine. En 2009, John était en deuxième année de l'Université de Virginie. Il souhaitait devenir cardiologue pédiatrique. En novembre 2009, John, Emily et leur fille Lizzie se sont rendus à Stanbury Park, dans l'Utah, pour passer l'Action de grâce en famille. À ce moment-là, John avait 26 ans. Durant sa visite dans l'Utah, John, son frère Josh, âgé de 23 ans, ainsi que d'autres membres de leur famille ont décidé d'explorer la célèbre grotte Notipoti. La passion de John et de Josh pour la spéléologie, qui est le terme... Étude des grottes, dans le fond? Non, mais c'est le fait de visiter les grottes. Ah. Spéléologie. OK. Leur passion pour la spéléologie remonta à leur enfance lorsque leur père, Leon, les emmenait explorer des grottes. C'est ainsi qu'ils ont découvert ce hobby téméraire. Oh ouais. C'est téméraire. Toutefois, depuis que John vivait dans un autre État, ses excursions étaient devenues rares. Ça faisait un certain temps que John n'avait pas pratiqué cette activité. Puis aussi, à 26 ans, John mesurait 6 pieds et pesait 200 livres, ce qui risquait de compliquer davantage l'exploration que quand il était jeune. Il est tout petit et qu'il se faufilait. c'est faufilé. C'est ça. Il avait vraiment pas le même format qu'il avait à son enfance et à son adolescence. Mais ça les a pas freiné, les frères John et Josh. Ils voulaient quand même profiter de cette occasion ensemble pour explorer la grotte Notipoti et raviver ainsi leur amour pour l'exploration des grottes. La grotte Notipoti est un exemple rare de formation géologique. Plutôt que d'être creusée par l'eau de surface, elle est façonnée de bas en haut par une activité hydrothermale. Dans le fond, c'est qu'il y a de l'eau super chauffée ou de l'acide qui remonte de la terre, des profondeurs de la terre même, et qui dissout la roche calcaire de l'intérieur. Fait que dans ce cas-là, on parle d'une grotte hypogénique. Cette origine rare a créé un réseau de tunnels étroits, complexes et verticaux, bien différents des grottes classiques. Fait qu'au lieu de juste être à l'horizontale, il y a aussi des tunnels verticaux. Fait que ça monte, ça descend, c'est très sinueux. Il doit faire chaud là-dedans. Non, pas tant apparemment, mais c'est très humide. OK. C'est Puis- sous terre, là. Ouais. Fait que c'est surtout l'humidité qui frappe, mais c'est pas particulièrement chaud. OK. En général, mettons une statistique à l'année longue, 13 degrés Celsius. C'est frais Ah, quand OK. même. Ouais. Mais il y a des endroits où il fait plus chaud dans la grotte, par exemple. Ben, c'est comme quand on va dans un sous-sol en général, c'est plus frais. Ouais. Mais tu sais, c'est pas une ligne droite de ce que je comprends. Ça monte, mais c'est sinueux Ah quand oui, même. oui, je vais vous montrer une carte de la grotte aussi. Là. Vous allez voir un peu que c'est pêle-mêle. Je pourrais dire, c'est pas... C'est pas une belle ligne. Un autre élément qui distingue la grotte était l'argile visqueuse qui recouvrait le sol de la grotte et certaines parois. Cette particularité rendait parfois les déplacements plus difficiles pour les explorateurs parce que t'es pas comme sur une roche, ça glisse. Ouais. C'est de l'argile, you know. Dale Green, l'homme qui a visité la grotte en premier, lui qui l'a découvert, si on veut, il a dit « Tout le monde qui traverse cette grotte en ressort couvert d'argile. Irk. » Parce que tu te frottes sur les parois pour te promener, là. Ça la rend encore plus dangereuse. Puis c'est à cause de cette caractéristique-là que Dale Green a choisi de nommer la grotte Notipoti. Dale a d'abord envisagé le nom Silly Putty en raison de l'argile présente dans la grotte. Puis Silly Putty, c'est un produit de la marque Crayola qui a été lancé dans les années 50. C'est un jouet qu'on pouvait faire n'importe quoi. On pouvait l'étirer, on pouvait le lancer, on pouvait rebondir, on pouvait se modeler. C'est une petite motte, là. Oui, je sais, c'est quoi. C'est Ouais. comme c'était comme l'ancêtre de la glu. Hey, l'ancêtre de la slime. Je Ouais. l'ai noté même. Mais là, il s'est dit que ça sonnait mieux Notipoti. Une cartographie de la grotte réalisée en 2003 estimait qu'elle s'étendait à environ 1355 pieds, donc 413 mètres, de voies souterraines avec une profondeur d'environ 145 pieds, donc 44 mètres. Il est certain que la grotte s'étendait bien au-delà de ces mesures, notamment en termes de profondeur, mais on ne saura jamais. Je vais vous montrer une carte rapidement de la grotte. On dirait l'intestin. Ben voyons. Il y a vraiment des petits passages étroits, là. Oh oui, c'est pas large. Faut que ça tourne, là. Ouais, quand même, ça veut dire qu'ils sont allés dans tous ces petits raccoins-là pour l'explorer, là, Effectivement. pour avoir une map. Puis là, je vais vous envoyer l'entrée de la grotte maintenant. Elle s'appelait le Blowhole parce qu'elle ressemble littéralement à un évent de baleine. Non, ce serait pas possible. Hey, non, c'est petit, là. Mais ça a l'air plus petit que c'est 5 pieds 9 de large. Ah, 1,80 m.
Ah ouais. Sûrement que je serais rentré, dans le fond. Dans Oh, le et sens puis que tu te rends pas couché non plus dans Non, le mais trou, dans là. le sens... Mettons... Je pense pas qu'il y aurait personne qui aurait été vraiment game d'y aller si c'était si petit que ça. Ouais, là. c'est ça. Tu sais, au moins, aller à l'entrée, là. Mais ouais, on dirait que je peux comprendre que c'est assez gros, mais aussi, c'est pas genre un trou vertical, là. Ah oui, ma belle, C'est- c'est un trou vertical. Ah ouais? Ah oui. Dès que tu rentres, là, tu descends de 15 pieds direct à un angle de 45 degrés. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, dans le sens, je suis pas 90. OK, ouais, je te l'accorde. Tu comprends? Je te l'accorde. Mais tu descends quand même. Puis il fallait prendre une corde pour descendre. Ouais, pour pas Tu tomber. marches pas, là. Ouais, on sait pas ce qu'il y a au bout, tu sais. Mais Les c'est gens, ça. Mais la corde, elle restait là en permanence, une petite corde. Une petite corde bien chill. Puis, tu sais, après l'entrée, ce passage-là qu'on descendait, ça s'appelait The Big Slide ou la Grande Glissade. Après, il y avait une partie un petit peu plus grande qui s'appelle The Maze, le labyrinthe. Très complexe, partie très sinueuse aussi de la grotte où les passages se tordent et se mélangent, créant un véritable casse-tête pour ceux qui s'y aventurent. Cette section de la grotte est particulièrement difficile à naviguer en raison de ses nombreux recoins et virages. Urk. Ensuite, on a le passage le plus populaire et redouté de la grotte qui se trouve à 120 pieds, donc 36 mètres de l'entrée, qui s'appelle le canal de naissance, The Birth Canal. OK. Il porte très bien son nom. Il représente un défi majeur pour quiconque tente de le franchir parce que les gens doivent littéralement aspirer ou rentrer leur ventre pour pouvoir le traverser. Non, Oh, ça, tu vois, non. c'est ça qui est trop, là. Oui. À son point le plus étroit, il est large de seulement 10 pouces, 25 cm, avant de s'ouvrir sur une plus grande salle. Donc, je comprends pas vraiment le plaisir de vouloir traverser ça parce que c'est moins large qu'un fucking Subway. Hey, c'est petit? C'est très petit. Ça veut dire que c'est juste les petits formats là, qui peuvent aller là. Tout petit format. C'est parce que je pense que l'aspect aussi qui me fait paniquer, c'est que si, admettons, il m'arrive de quoi, ben j'aurais pas d'aide, là. Ben non, c'est Les pompiers sûr. vont pas venir scier la roche pour que je sorte de là, là. Non, c'est vraiment c'est un vrai thrill là, d'aller là-dedans. Ben, tu sais, mettons que t'as un autre malaise qui est même pas nécessairement lié à ça. Mettons que t'es rendu l'autre bord puis que t'as comme besoin d'être évacué, ben, c'est tant pis, là. Ben non, mais ta ça, crise cardiaque... Ben, c'est pas vrai, ça. Mais ils vont faire quoi? T'as des rescues, là, pour ça, là. Ils vont traverser la petite côte Ben, avec, sur une civière. Ben, t'auras pas une civière, là. Non, je sais, mais si, admettons, t'es plus capable de te mobiliser, là, t'es mal pris, là. Ben, Ils vont faire ce qu'ils peuvent. il y a mais- ils te laissent pas là. Ben, t'es pris, bye-bye. Puis là, ils te laissent là, là. Tu vas voir, ça a été une grosse histoire, là, sortir notre beau petit John de ce trou-là, là. Pour Ouais, essayer de le sortir de ce trou-là. j'imagine. Tu vas Mais voir, tu sais, mais- disons que ça complexifie la chose, puis le Ah. délai, le temps pour une évacuation doit être beaucoup plus long que, disons, que j'ai un malaise ici dans mon condo à côté de l'enfant Jésus. Disons ce qu'on reste. Mais oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Je pense que c'est ça aussi qui me ferait... Mais tu sais, tu peux te casser une jambe, là. Suffit de glisser un peu, puis Oui, c'est ça. Tu peux avoir une petite roche qui te tombe sur le casse aussi, là. C'est quelque chose. il y en a qui vont sûrement pas de casse, là. Ouais. Mais oui, il faudrait un casque, évidemment. Là, je vais vous envoyer une photo de quoi ça a l'air, traverser le canal de naissance. Il y a une vidéo sur YouTube, je vais mettre un lien, puis je vais mettre les photos aussi que je vous montre, là. Mais dans le fond, dans la vidéo, on voit un gars qui traverse le canal de naissance au complet, jusqu'à la salle où il se vire d'abord. Et tu sais, il met sa caméra, il avance sa caméra au bout de ses bras, là. Il va tête première. C'est angoissant. Tu vois qu'il rush. Fait que Est-ce là, que c'est une espèce de comparaison avec un accouchement, disons, Ouais. ce canal-là? Ouais, c'est Ah ça, ouais, Parce la que tu même. vas genre... Tu penses, ben, t'as pas besoin d'aller à la tête première, là. Mais Ben, sûrement tu que oui, peux dans le fond. aussi, là. C'est mieux tête première qu'en siège. Ouais. Mais pour l'accouchement, dans ce cas-là. Mais Mais- au niveau des grottes, tu passes toujours les pieds en premier. Ah ouais? Ah ouais? Petit conseil que je vous donne qui... Ah ben, make sense quand Parce même. que tu sais pas que tu vas te ramasser au bout. Puis Imagine, c'est il y a un serpent genre dans ta face. Ou une grosse bête. Ouais, non. C'est tout... non. Bon, fait que je vous envoie la photo de l'homme qui traversait, un screenshot dans le fond du vidéo de l'homme qui traversait le canal de naissance. Mais c'est quoi son Et visage qui se que passe? c'est... Non, c'est le dessus de son casque, Félix. Ah, OK. Mais... Oh là là. Ah non, ça n'a pas de sens. Fait Tu sais, qu'il les- voit même pas où il s'en va, dans le fond. Là. Ben, il peut lever sa tête, là. Ben, il est pas grand place. Ben, tu peux la lever à peine, mais c'est ça, c'est que t'as peine à traverser parce qu'il y a les épaules. Il y a tellement les bras montés que ses épaules sont plates au lieu d'être plus larges. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mhm. C'est ça de le faire imaginer pour le monde qui écoute. Fait que c'est ça qui laisse de l'espace. Fait Comme que- quand tu restes coincé dans un gilet.
Toi, c'est Oui, hey, ça, c'est pas le fun. Ça, c'est angoissant, imagine. là, C'est pas de la roche, là. Là, on a un autre niveau, là. Mais je Ouais, pense ouais. que je suis un petit peu claustrophobe aussi, là, dans le fond. Là. Mais ça, c'est des cas extrêmes, là, en fait. Là. Ouais, mais t'as pas fini, mon petit pit. Parce que, non, je serais comme stressé tout le long. Tu sais, mettons, quand que je serais rendu comme au point, là, mettons, quand tu finis une rando, t'es au haut de la sommet, t'es genre, yes, c'est nice, c'est beau, je suis bien. Mais genre là, mettons que je serais rendu comme à ce point-là, je serais pas bien encore, là. Non, faut que tu le refasses au Ouais, bord. non, non, c'est pas possible. Ouais, non, c'est ça. Il y a aussi d'autres passages notoires de la grotte que je vais énumérer brièvement. Le rampement de la horte, le mangeur de scouts et le mangeur de casques. Parce que c'est là où des gens étaient restés pris. Aïe, aïe. Fait que c'est comme si la roche les mangeait. Ouais. Mais ces gens-là, ils s'en sont sortis, OK? Fait que je vous en parle à l'instant. Dès sa découverte, la grotte est devenue l'une des grottes les plus populaires de l'Utah. Au début des années 2000, elle attirait plus de 5000 visiteurs chaque année. Elle était appréciée des groupes de scouts et des étudiants universitaires parce qu'elle était considérée comme accessible pour les débutants. Hey. Lol. Ouais. Mais beaucoup de visiteurs n'étaient pas bien préparés. Ils arrivaient souvent avec des vêtements peu adaptés sur le dos. Des gens arrivaient parfois en sandales, avec comme seul équipement une lampe de poche. Ça amenait à beaucoup d'incidents où des gens sont restés coincés. En voici quelques-uns que je vous énumère rapidement. Le 29 juillet 1989, 2 adolescents sont restés coincés dans le canal de naissance. Les secours sont arrivés à 11h30 le matin. Environ 40 personnes ont participé à l'opération. Le premier garçon, Chris Hale, a été libéré à 22h30. Les secours sont arrivés à 11h30 le matin. Fait que c'est long. Puis le deuxième qui était coincé, qui ont réussi à sortir, Chris Marrow, a été libéré quelques heures plus tard. C'est long. Après ça, on a le 20 mars 2001. 2 scouts de 13 ans sont restés coincés pendant environ 4 heures dans le camp de naissance avant d'être libérés. Oh mon Dieu. Le 21 août 2004, un groupe de 6 adolescents se sont aventurés dans la grotte. L'un d'eux, nommé Buck Clark, est resté coincé la tête en bas dans la grotte. L'opération de sauvetage a duré 10 heures. Après avoir été libéré de la grotte, Buck était trop faible pour se tenir debout et a été hospitalisé pendant 3 jours. Sa mère Holly a expliqué que la jambe gauche de Buck s'est retrouvée repliée derrière lui, empêchant la circulation sanguine de son côté gauche. Et de tout ça, la tête par en bas. Oui. Fait qu'il n'y avait plus ça dans la patte. Mais c'est déjà bon que ce monde-là, il y avait quelqu'un pour aller alerter. Ben c'est ça, vas-y pas tout seul. Ça me fait penser aussi que s'il y a du monde qui s'en vont l'explorer, puis là, il y a d'autres mondes qui arrivent après, puis je sais pas, ils pourraient glisser sur les autres, puis là, faire un bouchon, puis il y a des gens coincés plus bas, imagine, tu sais. Oh non, c'est l'angoisse. Mais tu sais, tu peux sûrement leur crier « Hey, venez pas ». Ouais, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un à l'entrée en tout temps. Imagine, il y a quelqu'un qui est resté pris là-bas, puis là, la personne, elle ne sait pas, des années sont passées, puis là, elle passe, puis elle trouve un squelette d'une personne qui était prise. Ben oui. J'ai tout. J'ai vraiment tout de ça. Fait que de 1999 à 2004, 6 personnes au total sont restées coincées dans la grotte Notipoti. Richard Downey, trésorier et historien du groupe spéléologique local Timpanogos Grotto, a déclaré... J'ai vraiment pris un accent de je sais pas où, hein? C'était nice. Merci. Beaucoup des gens qui allaient à Notipoti étaient des débutants ou bien ils étaient en rendez-vous avec leurs copines et voulaient impressionner. Ils se mettaient dans des situations qu'ils auraient probablement évitées s'ils avaient simplement pris une minute pour réfléchir. Même si tous les gens qui sont restés coincés à ce moment-là sont ressortis vivants, le bureau du shérif du comté devait agir. Ils étaient conscients que la grotte était une bombe à retardement et que tôt ou tard, quelqu'un allait perdre la vie. Certains groupes locaux passionnés de spéléologie se sont opposés à l'idée de fermer la grotte. Ils estimaient que c'était injuste de pénaliser les explorateurs prudents à cause de ceux qui prenaient des risques inconsidérés. À leurs yeux, il revenait à chacun d'assumer la responsabilité de sa propre sécurité. Un citoyen a même envoyé une lettre au Salt Lake Tribune pour exprimer son mécontentement. Je vais vous le faire lire. J'en ai assez que le gouvernement décide ce qui est le mieux pour nous. Notipoti a toujours été un endroit amusant pour moi. Mes 2 fils adorent cette grotte. J'aimerais que quelqu'un me dise combien de personnes ont été blessées ou tuées. Je n'en ai jamais entendu parler. Peut-être qu'un panneau avertissant des risques à l'entrée serait suffisant afin que nous, en tant qu'Américains, puissions décider par nous-mêmes ce qui est le mieux. On dirait que je suis vraiment d'accord avec le fait, sa première phrase, j'en ai assez que le gouvernement décide ce qui est le mieux pour nous. Fair. Sauf que là, il y a du monde qui vont se promener puis qui, genre, je veux dire, des petits garçons de 12-13 ans qui jouent dans la forêt ou peu importe. Là, je sais que c'est pas tout à fait dans une forêt. Là. Ça a l'air d'être plus au milieu de nulle part. Mais, tu sais, s'il n'y a rien d'écrit en avance, c'est sûr que c'est vraiment dangereux. Là. N'importe qui pourrait tomber dedans, de un. Puis de deux, tu
Tu sais, des petits gars, là, s'il est marqué dangereux, là, ils vont se craquer en Ils vont y aller pareil. Ils vont y aller pareil. Faudrait quand même, sans dire la fermer, qu'il y aurait genre un grillage avec une passe, puis il faut que tu ailles à l'hôtel de ville chercher ta clé ou je sais pas quoi. Tu sais, de quoi d'assez basique, mais juste pour être sûr que tu es quelqu'un de qualifié pour aller l'explorer. Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est pas fou, là. Ouais. Ils vont faire de quoi de similaire, par exemple. Mais l'affaire qu'il dit, moi, dans sa lettre, c'est « J'aimerais qu'on me dise combien de personnes ont été blessées ou tuées. J'en ai jamais entendu parler. » Mais il y en a. Tu sais, t'es juste pas informé, clairement. Mais il faut falloir que quelqu'un meure pour que tu fasses comme moi. Même si quelqu'un serait mort, cette personne-là, je pense qu'elle aurait quand même été... Ben, c'est pas juste quand même. Mais je comprends, c'est plate parce que c'est une belle grotte, mais elle est pas adaptée pour des débutants. Ouais, mais on dirait que dans la vie, des fois, là, il y a des... On peut faire des choix nuancés. Puis ça me gosse qu'il y en a pas assez de ça. Ouais, je sais. Tu sais, c'est vrai. On n'est pas obligé de la fermer à tout le monde, mais il faudrait quand même que ça soit sécuritaire. Là. Fait que va chercher ta passe à l'hôtel de ville, j'ai décidé. Elle va nous gérer ça. Toi, Félix, qu'est-ce que t'en penses? C'est parce qu'ils ont beaucoup ce... Tu sais, les Américains, ils ont beaucoup ce... Je peux me prononcer pour les Américains en général, mais... Tu veux dire les gens de l'Amérique, incluant le Nord, l'Amérique du Nord? Oui, mais beaucoup les personnes qui habitent aux États-Unis quand même, là, avec leur constitution, puis ils aiment bien... Liberté. Ouais, quand même. Là, ils ont... Ben, ça dépend quand même des États puis des personnes aussi. Il faut pas toutes les inclure dans le même bateau, mais en général, ils aiment ça pouvoir choisir pour eux puis prendre leurs propres décisions. Fait que c'est la lettre que tu parles, ça m'étonne pas tant que ça. Là. Mais on est quand même comme ça aussi. Oui. Là. Mais j'ai comme l'impression que c'est next level, là, comparé, mettons, à nous. Mais tu sais, moi, je suis vraiment d'accord que les gens choisissent pour eux. C'est juste, faut aussi protéger les plus vulnérables dans ce cas-ci. Juste les enfants, pas qu'ils se pitchent dedans. Maintenant. Oui, ça devrait être interdit. C'est tout. Aux mineurs. Ouais. Fait que juste de trouver une façon que ça soit sécuritaire. Là. Le reste, après, si t'es un grown-up puis tu veux y aller, là, pas mon problème. Ouais. Ça fait du sens. La grotte Notipoti a été fermée en 2006. Elle aurait ouvert en mai 2009 à la suite de mise en place d'un plan de gestion. Désormais, les visiteurs devaient réserver leur place en ligne, ce qui limitait l'exploration à un seul groupe à la fois. L'entrée de la grotte était verrouillée chaque nuit et selon la taille du groupe, 1 à 2 personnes devaient détenir un permis d'exploration pour y accéder. Bon, c'est bien. C'est plus sécuritaire. Mais malgré toutes les précautions mises en place, un tragique incident surviendrait quelques mois à peine après la réouverture de la grotte. Le mardi 23 novembre 2006, Josh, le frère de John, a obtenu son permis d'exploration de la grotte, une nouvelle règle mise en place, comme je venais de dire. Le mercredi 24 novembre 2009, à 20h, John, accompagné de sa famille et de quelques amis, entrait dans la grotte Notipoti. En tout, il y était 11 personnes qui allaient s'aventurer dans la grotte. Ça fait beaucoup de personnes, hein? C'est beaucoup de personnes. C'est un gros groupe pour entrer dans une grotte étroite. Emily, la femme de John, allait rester à la maison avec leur fille Lizzie. Même si John portait la lampe frontale aux couleurs arc-en-ciel que son père lui avait achetée alors qu'il était enfant, il n'était pas préparé au passage étroit de la grotte Notipoti. Tout s'est bien déroulé durant la première heure. Le groupe a exploré la plus grande pièce qui se nomme The Big Slide, la grande glissade. Et après un certain temps, John, son frère Josh et 2 de leurs amis, Jessica et Joey, ont décidé de se séparer du reste du groupe pour relever un défi, celui de traverser le passage étroit surnommé le canal de naissance. Les 4 ne savaient pas précisément où se trouvait le passage, mais il y avait une vague idée de la direction à prendre. Malgré ce qu'on peut entendre ou lire, aucune des 11 personnes présentes ce soir-là avait exploré la grotte. Il y en a qui disent que John était déjà allé avec son frère et son père, mais c'est pas vrai. Puis là, ils savent que le bout le plus étroit est de 10 pouces. Oui. Peut-être qu'ils ne voulaient pas se rendre jusqu'au bout le plus étroit pour c'est ça, je me dis. Là, parce que ça n'a pas de bon sens. Il faut aussi garder en tête qu'une grande partie de la grotte était inexplorée et non cartographiée. Voici un passage, un article du blog de Joey, une des 4 personnes qui s'était aventurée vers le canal de naissance avec John. Il a écrit « Nous avions une carte de la grotte et sommes arrivés à un endroit où nous ne pouvons pas trouver la suite. Alors chacun de nous a pris un chemin qui semble être le bon. C'est cette partie de l'histoire que je ressasse sans cesse dans ma tête parce qu'à ce moment-là, j'ai demandé à John s'il voulait explorer l'endroit. Il est entré tête première. La raison pour laquelle John est entré tête première, c'est parce que l'espace dans lequel il s'enlignait montait. Fait que pour lui, ça faisait du sens. J'aime pas ça. T'aimes pas ça? Le pauvre homme, là, je revois la photo puis je l'imagine, genre... Ça va être pire. C'est parce qu'il s'est trompé de chemin. Il a pas pris le canal de naissance. Ah, mon Dieu! Il a pris un pire chemin. OK. Ouais.
Fait que il faut filer tête première dans un tunnel étroit en se poussant avec ses pieds, ses hanches, ses mains, ses doigts. C'était tellement étroit que ça prenait énormément d'efforts et de force pour avancer d'environ 1 cm. Il suffit pas de ramper. Il faut bouger avec précaution pour pas rester coincé en utilisant tout son corps pour tout d'abord faire passer ses épaules, ensuite ses hanches. Puis après un bout de temps, l'espace dans lequel John était arrêtait de monter puis ça s'est mis à descendre. John se trouvait donc à plat ventre, dans un endroit excessivement étroit et surtout la tête première. Il a continué d'avancer puis il a vu que le passage remontait légèrement. Cette section de la grotte, comme je disais, c'est pas le canal de naissance, c'est un passage qui s'appelle le tire-bouchon. Un endroit où seuls les plus agiles contorsionnistes avaient réussi à se frayer un chemin parce que ça faisait que monter et descendre constamment. En général, les gens traversent pas le tire-bouchon complet. Ils vont faire demi-tour à mi-chemin. Comment? Ben, il y a comme, je pense, un endroit un petit peu plus large, fait que tu peux te tourner. Mais c'est vraiment pour les petites personnes, là. C'est vraiment petit. Je vais vous montrer une photo du tire-bouchon, OK? Ça sera pas long, vous allez comprendre que ça n'a pas de bon sens. C'est justement dans le tire-bouchon que Buck Clark est resté coincé parce qu'il essayait de faire demi-tour dans le tire-bouchon. C'est qui, celui Buck qui sentait plus sa jambe. Ça a pris 10 heures de sortir de là. Ah, OK. Puis, précision, Buck, il mesurait 5 pieds 7 et pesait 140 livres. Je le rappelle, John, 6 pieds 200 livres. Je vais vous montrer une photo du tire-bouchon. Ben, non, c'est encore... C'est tout ce que j'aimerais pas, là. Dans le petit tunnel, là, non. C'est comme un petit serpent, dans le fond, là. Puis tête première, ça marche comme pas parce que il faut que tu sois flexible aussi là, quand ça remonte, là, parce que ça plie dans le dos. Ben oui. C'est ça que je trouve assez incroyable. C'est le fait de revenir aussi. Puis monter aussi, ça doit être dur, là. Ça doit être plus facile, là, mais c'est parce que... À cause que tu te pousses avec tes pieds, genre? Genre, mais tu sais, faut que tes genoux soient pliés dans le bon sens. C'est là. ça, là. En tout cas, ça devait pas être très confortable. Et que ça doit être paniquant, là, surtout quand tu réalises que t'es comme pris, là. Oui. Tu sais, si tu te mets à gigoter, là, c'est pas un tunnel de plastique chez McDo là, que t'es pogné dedans. Là. C'est de la roche. Là. Ça va tout te graffiner le corps. Là. Puis, c'est froid, c'est mouillé. C'est c'est argileux aussi. Ouais. C'est sombre. John a fini par se rendre compte que le passage dans lequel il se trouvait était trop petit pour lui puis il devait faire demi-tour. Sauf que ce qui se trouvait devant lui était tout autant étroit. John se trouvait dans une très mauvaise situation parce qu'il ne pouvait pas reculer et revenir sur ses pas parce que derrière lui, ça montait. Pas facile de faire ça reculant parce que tes jambes vont pas du bon sens. Il peut pas se retourner sur lui-même non plus, c'est trop étroit. Parce qu'il est dans le fond. Il peut pas se mettre sur le dos, là. Il est à plat ventre. Fallait qu'il aille à l'envers, ses jambes, il servaient comme à rien. Fallait qu'il se pousse avec ses mains pour comme remonter, genre. Ouais, mais là, c'est parce que tes jambes sont bloquées. Puis si, mettons, tu recules assez pour te monter sur la petite butte, mais là, tes jambes plieront pas nécessairement du bon sens. Comprends-tu ce que je veux dire? Fait que ça marche pas, à moins qu'il se tourne peut-être sur le dos, mais là, il est pas capable. Mais non. C'est trop petit. Toujours convaincu d'être dans la section du canal de naissance, John s'est dit qu'il devait continuer d'avancer un peu plus parce qu'au bout du canal, il y avait un espace pour que les gens puissent changer de côté pour revenir sur leur pas par la suite. Mais ça, il ne savait pas. Mais il savait pas qu'il était pas dans le canal de naissance. Il pensait qu'il était dans le canal de naissance. C'est que c'est je vais juste continuer, là. Il n'y a pas de souci, je vais continuer. John s'est dit qu'il suffirait d'avancer un peu plus pour atteindre cette ouverture, puis là, il pourrait faire demi-tour. La place où il s'enlignait, ça s'appelait Ed's Push, la poussée d'Ed. Un des passages les plus dangereux, rarement explorés et mal documentés de la grotte. Dans le fond, c'est à la fin du tire-bouchon, ça menait à ça. Ça menait pas non plus au canal de naissance, là. Fait que ce passage-là menait à aucun espace plus grand. Au contraire, ça menait à un endroit encore plus étroit qui descendait et qui se refermait sur lui-même. Au bout, c'est littéralement un cul-de-sac, si petit qu'aucun humain pourrait passer, encore moins un homme de 6 pieds 200 livres. En toute ignorance d'où il se dirigeait, John a continué d'avancer, de peine et de misère. En approchant du bord avec seulement sa lampe frontale comme source de lumière, il a vu que ça descendait et il a vu une espèce de fissure. D'après le journal de Salt Lake Tribune, John a retenu sa respiration pour comprimer son torse. C'est comme pour passer par-dessus un petit rebord en roche qui menait vers le bas, fait que lui pensait que c'était là l'espace pour se tourner de côté. Lorsque sa poitrine s'est dilatée à nouveau, John s'est retrouvé complètement coincé puis a compris qu'il était dans le trouble. Oh. Il a essayé de se déprendre, mais il a aggravé sa situation. Son corps s'est mis à se glisser par en avant. Plus il penchait vers l'avant, plus la gravité le tirait vers le bas. John ne pouvait pas se retenir avec ses mains parce que son bras gauche était coincé sous lui et son bras droit derrière lui, bloqué par une roche. Comble de désespoir, sa lampe torche est tombée puis il ne voyait plus rien. Non, là, c'est trop, là. Je vais vous résumer un peu C'est atroce. la situation cauchemardesque dans laquelle il se trouve.
Selon le shérif du comté, le sergent Spencer Cannon, John se trouvait à 150 pieds sous terre, à 400 pieds de l'entrée de la grotte. La distance avec l'entrée de la grotte est toujours différente. Des fois, c'est 150 pieds, des fois, c'est 700 pieds, des fois, c'est 400 pieds. Mais selon le sergent, c'est 400 pieds. Fait qu'on va garder le 400 pieds. Donc ensuite, John était dans un endroit de la grotte qui n'avait jamais été cartographié, qui n'avait jamais été visité par qui que ce soit. John se trouvait dans l'obscurité totale. Mais le pire, c'est ce qu'a révélé le sergent Spencer Cannon. John était immobilisé à l'envers, la tête en bas. Sa tête avait aucun support. Il était à un angle de 70 degrés dans une fissure étroite de 10 pouces de large par 18 pouces de hauteur. Une grande partie de son torse et de sa tête est comprimée dans un espace d'environ 10 pouces de large, sans qu'il puisse utiliser ses bras. Mais c'est atroce. Sont où ses amis? Il était l'autre bord, à l'entrée de ce passage-là. Il attendait qu'il y aille. Ah oui. Fait que là, 10 pouces. On l'a dit tantôt, c'est moins large qu'un sandwich Subway. Moi, je ramène la mesure Subway. C'est ici comme ça qu'on mesure chez les petites roses depuis belle lurette. Alors, la mesure nous indique que ça n'a pas de bon sens. Une feuille de papier standard qui va dans une imprimante, c'est 8,5 pouces par 11 pouces. Oui, c'est vrai. La feuille de papier est plus large que la largeur de où est-ce qu'il se trouve. Ben là, ça... C'est comme impossible. Puis aussi, 10 par 18 pouces, c'est plus petit que la majorité des micro-ondes et des ordinateurs portables sur le marché. Ça donne-tu une bonne petite idée? Donc, je vais montrer une photo de comment John était placé dans la grotte. Il s'est poussé de tout son être pour sortir Puis là, de il là. doit vraiment pas bien respirer parce que justement, il a comprimé ses poumons pour essayer de se rapetisser puis se faufiler. Fait que là, il doit avoir vraiment de la misère à respirer. Oui. Oui, parce que là, la petite roche, elle rentre en dessous des côtes. Là. Le petit rebord. Puis il est tête en bas. Il est tête en bas. Fait que je vous envoie la photo de comment il est pris. C'est horrible. 70 degrés, là. C'est très la tête par en bas. Ben oui, là, c'est quasiment au complet, là. Dans le noir. Dans le fond, il était vraiment rendu au bout du cul-de-sac. Sans issue, ça, là. C'est surtout ça. Il peut pas aller C'est au part. Il moins, voit rien, mais pas ça à ses mains. Mais ce serait pas possible là, de refaire tout ce trajet-là. Là. Aucun sens. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont loin, là, ses amis. Là. Donc, vous comprendrez que John s'est mis à paniquer. Il a essayé de se repousser en arrière, mais les parois l'empêchaient de bouger. Il a essayé de retenir son souffle encore une fois, de vider totalement ses poumons pour se faire plus petit, mais ça ne servait à rien. Plus John essayait de se décoincer, plus il descendait. Puis il y avait la roche en dessous des côtes en plus. C'était pas confortable. John a appelé son frère à l'aide. John a bien avisé son frère de ne pas le rejoindre en y allant tête première. Donc, Josh est entré dans le tire-bouchon, les pieds, en premier. Josh n'a pas compris l'ampleur de la situation tout de suite. C'était déjà arrivé que leur père, Leon, était resté coincé entre deux roches quand John et Josh étaient plus jeunes. Leon avait réussi à se dégager sans trop de problèmes. Cette histoire-là était devenue une qui se faisait répéter à chaque événement familial. Tu disais, tu te rappelles-tu la fois, j'étais vraiment deux roches? Puis là, Josh, il disait que ce qui se passait à ce moment-là, ça allait être une nouvelle histoire à raconter au prochain party de Noël. Mais à mesure que Josh avançait dans le tire-bouchon, il a réalisé le niveau de difficulté du passage. Et il a fini par se retrouver coincé à son tour. Non. Au même moment qu'il restait coincé, il a vu son frère. Oh, OK, il est rendu quand même loin dans le Il est rendu loin, puis il a vu que c'était que ses pieds qui dépassaient d'un trou. Fait que Josh a dit, je le cite, « Voir ses pieds et constater à quel point il était englouti par la roche, c'est là que j'ai compris que c'était grave. C'était vraiment grave. » Il y avait seulement 6 pouces des jambes de John qui dépassaient, qui étaient visibles. Je vais vous montrer une photo. Puis là, je vais préciser, fait que ça, c'est la photo où on voit des pieds dépassés, mais on n'est pas sûr si c'est vraiment John sur la photo. OK, on n'est pas sûr, mais en tout cas, ça donne une idée de ce que ça pourrait avoir l'air. Ça a l'air visqueux, en effet. Josh a essayé d'enrouler ses pieds autour des mollets de John pour le tirer. Le corps de John montait un peu, mais dès que Josh lâchait sa prise, John glissait et redescendait à nouveau dans le trou. Les deux frères, étant des mormons pratiquants, se sont mis à prier ensemble en voyant que la situation est inquiétante. Selon Josh, John aurait dit en priant « Je suis désolé, sors-moi de là, sauve-moi pour ma femme et mes enfants. » C'était des mormons, tu as dit? Ouais. Ouais, c'est beaucoup ça, hein, dans l'Utah, là, Salt Lake City. Oh yeah? Josh a vite compris qu'il devait trouver un moyen de se sortir de là au plus vite pour appeler les secours. Heureusement, pour Josh, ça n'a pas été trop long puis compliqué pour lui de sortir puis de se décoincer. Fait qu'il est sorti, il a été rejoindre le groupe qui s'était rassemblé à l'entrée du tire-bouchon. Joey et l'un des amis présents, qui était parmi les 4 qui avaient décidé de s'enligner pour le camp de naissance, a dit « Au bout de 15 minutes, j'ai crié à Josh pour savoir si tout allait bien. Il est sorti, partagé entre le calme et la panique, et il m'a dit qu'il allait monter appeler à l'aide.
Il m'a demandé d'aller voir John et d'essayer de l'aider car j'étais le seul adulte à pouvoir passer. Je me suis donc glissée dans le tunnel. Il m'arrivait de paniquer à cause de la difficulté à bouger. John et moi avons essayé plusieurs méthodes pour le faire remonter. Je faisais de mon mieux pour remonter son moral en lui fixant des petits objectifs à atteindre. Pendant ce temps-là, le frère de John avait réussi à remonter hors de la grotte et les secours ont été alertés à 23h45. Ils sont arrivés à la grotte 1 heure plus tard. Puis encore là, c'est une partie de l'histoire qui varie. Des fois, ça prend 3 heures pour arriver, mais selon le site officiel de la grotte et du journal Salt Lake Tribune, il est arrivé après 1 heure. Josh a remplacé Joey auprès de John en attendant les secours. Mais là, je me dis, ça fait 2 gars qui sont allés jusqu'à lui. Fait qu'on dirait que ça me donne de l'espoir que les secouristes seraient capables de le sortir de là. Mais c'est juste que lui, il a la tête première. Ouais, je sais. Mais en tout cas, c'est déjà bon que le monde ait réussi à souffler jusqu'à voir ses pieds, là. Oui. On dirait que t'es proche du but. Oui, c'est ça. Il y a vraiment de l'espoir. Oui. C'est Suzy Motola qui aurait le rôle de se rendre à l'endroit. C'est une fille qui faisait partie des secouristes, dans le fond. Puis elle était une bénévole expérimentée aux soins des équipes de recherche et de sauvetage. Elle est rentrée attachée à une corde qui est attachée autour de ses chevilles, vous comprendrez, pour éviter de se retrouver piégée elle-même. Mm-hmm. Suzy avançait lentement, puis chacun de ses gestes était précis et calculé. Malgré sa petite taille de 5 pieds 3 pouces, Suzy ne pouvait pas complètement étendre ses bras ni ses jambes. Elle devait également faire face à l'humidité accablante de la grotte. Après 20 minutes d'effort, la lampe frontale de Suzy a fini par éclairer une paire de chaussures bleu marine et noires qui dépassaient une fissure. Suzy s'est rapidement rendu compte que la situation de John était bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Suzy s'est présentée à John et lui a assuré qu'elle était là pour le sortir de la grotte. John lui a répondu en disant « Salut Suzy, merci d'être venue, mais je veux vraiment, vraiment sortir d'ici. » Je comprends. Je trouve ça atroce. Suzy comprenait l'angoisse que ressentait John. Elle s'était déjà retrouvée coincée dans la grotte, Notipoti elle-même par le passé, coincée en boule lorsqu'elle avait tenté de faire demi-tour. Mais c'est pas précisé si c'était exactement dans ce passage-là qu'elle était restée coincée. Sûrement pas, là. En boule, là, je penserais pas, là. Ouais. Il y a de la place pour ça. Dès l'instant où Suzy a rejoint John, elle a placé une corde autour de ses chevilles qui le reliait ainsi au reste de l'équipe de sauvetage qui se trouvait à l'entrée du tire-bouchon. Ils ont tiré la corde, mais la friction de la corde contre la pierre était trop forte, donc ça servait à rien. Il y avait trop de résistance. Chaque fois que la corde se frottait sur la surface rugueuse et irrégulière de la roche, ça freinait le mouvement de la corde. Puis c'est pas une surface lisse aussi, là, c'est de la roche. Là. Puis on se rappelle que John se tenait au bout d'un passage qui était en tire-bouchon. Fait que ça monte, ça descend, fait que la corde est toujours comme... Non, si tu tires, ça marche pas. Là. Fait que première tentative pour le sortir de là, c'est un échec. Suzy a alors coupé une partie des jeans de John pour gagner un peu d'espace. Ça donne une idée à quel point c'était serré quand tu te magasines un petit peu de millimètres en découpant les jeans. Là. Puis quand elle coupait les jeans, elle essayait de le détendre dans l'atmosphère en disant à John, ça va te faire toute une histoire à raconter à ta femme. Puis tu sais, le dernier recours. Il doit commencer à pas bien se sentir, là, d'avoir la tête dans le vide comme ça pendant un bout. Non, c'est ça, là. On dirait que mon seul espoir pour gagner un peu d'espace, ce serait avec le temps de perdre un peu d'eau puis de shrinker. Mais je pense qu'ils n'ont pas le temps. La déshydratation, des fois, ça peut te faire perdre 1-2 cm. Oui, mais... Je sais pas. Je comprends ce que tu veux dire. Que genre, il désenfle, entre guillemets. Oui, mais là, je pense qu'à cause qu'il a la tête par en bas, il va se mettre à enfler. Mais c'est ça. C'est comme ça qu'il me... Je sais. S'il avait été de l'autre sens, ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que là, justement, tu parles de l'eau et tout, mais John avait soif, mais il était coincé dans une position qui l'empêchait de prendre ses bras puis de se donner à boire. Fait que Suzy, elle a été très créative à ce niveau-là. Elle a placé une bouteille d'eau dans sa main droite, puis il pouvait comme le pencher d'une manière pour que l'eau coule tout le long de son bras jusqu'à son épaule, jusqu'à son cou, puis qu'il y ait un peu d'eau sur ses lèvres. Là. Hein? C'est pas optimal. Mais il n'y a pas beaucoup d'options, hein? En tout, Suzy et John ont passé environ 2 heures ensemble sous terre. Ils ont beaucoup discuté en attendant les autres directives de l'équipe de secours. Ils ont parlé de leur foi, ils ont chanté une hymne mormon. Et Suzy a remarqué que la voix de John devenait de plus en plus nasale et qu'il respirait avec difficulté. Ses poumons étaient en train de se remplir de liquide. Oh. C'est l'un des effets d'être la tête en bas pendant une longue période de temps. En plus d'une trentaine de secouristes, il y avait aussi un traumatologue, qui est un médecin, à l'extérieur de la grotte. Son nom est Dr. Doug Murdoch et quand il a appris que John était à l'envers, il a tout de suite compris que c'était une situation critique. Mm-hmm. Le Dr. Murdoch a expliqué que le corps humain est fait pour être en position verticale avec ses pieds au sol et la tête en haut car le cœur fonctionne avec la gravité et non contre la gravité. Le Dr. Murdoch a dit « En étant à l'envers, votre corps doit constamment pomper le sang hors du cerveau. Votre corps n'est pas fait pour ça.
le système en entier commence à lâcher. La circulation sanguine de John allait ou était déjà perturbée. Au lieu de circuler normalement, le sang allait stagner au même endroit. Le sang commencerait graduellement à s'accumuler dans le cerveau et dans les poumons de John. De plus, les capillaires, qui sont des petits vaisseaux sanguins, allaient finir par se détériorer au point de se rompre. Ça allait ensuite entraîner une accumulation de toxines dans son corps. Donc, tout ça ferait tellement travailler son cœur qu'il finirait par lâcher. Considérant la position dans laquelle John se trouvait, le docteur Murdoch estimait qu'il lui restait entre 8 heures et 10 heures à vivre. Quand même, par exemple, j'aurais pensé que ça aurait été plus rapide encore. Moi aussi, quand même. Mais ça doit... Je te dirais que je pense que les dernières heures doivent être... Soit il est peut-être inconscient, soit c'est... Ouais, c'est ça. Oui. Il y a des séquelles à ça, là, aussi. Oui, c'est sûr. Sortir John de la grotte ne serait pas sans risque non plus, parce que si les secouristes réussissaient à le sortir, les toxines qui s'accumulaient pourraient se précipiter vers son cœur et le tuer. Fait qu'il faut qu'il... Il n'est pas bien d'issue, dans le fond. Ça regarde pas bien. C'est sûr. Puis, il risquait aussi d'avoir le syndrome du compartiment. Ça se produit quand la pression dans un espace fermé ou clos devient trop élevée, ce qui réduit la circulation sanguine et prive les tissus d'oxygène. Dans le cas de John, coincé dans une position difficile pendant une longue période de temps, avec une pression sur ses jambes, pourrait entraîner ce syndrome, provoquant une douleur intense, un gonflement et une perte de fonction. Sans traitement rapide, ça aurait pu aggraver ses blessures et endommager de manière irréversible ses muscles et ses nerfs. Ben oui, imagine les fourmis qu'il doit avoir. Ah, c'est atroce. C'est vraiment angoissant à date. Plus le temps avançait, plus il y avait de risques d'hypothermie, d'œdème cérébral qui se serait résulté en coma, d'insuffisance rénale, le syndrome de compartiment, comme j'ai dit. Il y avait également un énorme risque de mort par asphyxie. Selon la docteure Wendy Wright, professeure adjointe de neurologie et de neurochirurgie à l'hôpital universitaire Emory d'Atlanta, je la cite, « La cage thoracique est construite de haut en bas, de sorte que les poumons se dilatent dans la cavité corporelle. Mais lorsqu'une personne est à l'envers, les poumons travaillent contre le poids du foie, des intestins. Les muscles respiratoires ont du mal à surmonter ça. » Et la roche. Ouf. Fallait trouver une solution et vite pour sortir John de là parce que ça regardait vraiment pas bien. Puis plus ça allait, plus qu'il y avait des risques de problèmes puis de séquelles. Et aussi, ça me fait penser, il doit pas avoir beaucoup de circulation d'air, là. Tu sais, tu disais oxygène. Il est dans son CO2, hein? Oui, juste de ses poumons, c'est difficile, mais de l'air d'oxygène dans la grotte avec quelqu'un qui bouche un trou en plus, j'ai l'impression que ça doit être terrible. L'air fraîche n'est plus là. Ouais. Plus les heures passaient, plus il y avait de sauveteurs qui arrivaient à l'entrée de la grotte. Si je me souviens bien, à un moment donné, il y avait comme 100 personnes à brainstormer en dehors. Le groupe qui était avec John au début de la soirée sont sortis de la grotte, évidemment, quand les secouristes sont arrivés. Puis Joey, un des amis qui était là, a raconté sur son blog que leur groupe priait ensemble. Puis après un certain temps, ils ont dû quitter parce qu'ils aidaient en rien. Là. Ils étaient comme juste stressés, puis ils stressaient tout le monde. Puis il y avait aussi des jeunes là, avec eux autres là, qui étaient mineurs. Il fallait qu'ils se couchaient à un moment donné. Là. On est rendu au milieu de la nuit. Ouais. Fait qu'ils sont partis. Les 2 frères de John sont restés, dont Josh, qui est avec lui dans la grotte, puis un autre qui s'appelle Mike. Ils ont comme brainstormé plein d'affaires, comme je disais, trouvé des pistes de solutions, puis voilà un peu les idées qu'ils ont eues, puis certaines qui n'ont pas fonctionné. Ils se sont demandé s'il n'y avait pas une deuxième entrée de la grotte qui aurait pu mener à John. Mais il n'y en avait pas. Fait que ça marche pas. Ensuite, ils ont considéré utiliser de la dynamite. J'y ai pensé, mais... Moi aussi, je m'étais dit ça. Parce que c'est déjà arrivé, ils ont contacté dans le fond des sauveteurs qui, grâce à une explosion, avaient réussi à libérer 6 personnes coincées dans une mine en 2007. Mais là, c'était trop dangereux. Mais une mine, c'est pas la même affaire non plus. Tu sais, on s'entend que les gens dans la mine, ils peuvent se reculer pour être à l'abri comme un peu du dynamitage, là. Souvent, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a tombé, puis ça a bloqué, là. Fait que là, ils font sauter ce qui a bloqué. OK, mais je comprends. Là, c'est comme... Il était dans un petit tunnel en cul-de-sac. Dans ma tête, s'il dynamitait, il se ramassait encore plus... La roche allait tomber dessus. C'est même que j'imagine que ça serait passé. Je pense qu'il y avait trop de risques aussi, fait qu'ils ont dit non, on peut pas faire ça. Même pour l'air, là, comme on disait tantôt. La poussière, ouais. Ouais, c'est la fumée, tu sais, ça... Ouais, j'avoue, c'est pas... Non. L'équipe de sauvetage a commandé 6 gallons d'huile végétale pour faire glisser John dans une crevasse. C'est tellement wise, tu vas devoir travailler pour eux autres. Mais en envisageant la possibilité vraiment plus sérieusement, et ça avait comme pas de bon sens. Là. C'était pas une bonne idée parce qu'il aurait pu glisser plus loin, puis c'est plus dur à tirer parce que là, ça glisse. Fait que là, non, ça marchait pas. Puis il aurait pu aussi, en mettant trop d'huile, faire un peu comme remplir le trou qui reste, puis le faire se noyer dans l'huile. Non, ouais, ça, c'est atroce. J'avais pas pensé à ça. Non, j'ai pas aimé ça. Fait que là, ils ont fait venir des perceuses, des outils conçus pour tailler la pierre. Mm-hmm.
Fait que le 25 novembre à 5 heures du matin, ils ont essayé d'élargir le passage un peu, là, avec des petites drills. Mais là, ça tombait sur John. Puis là, c'était trop long. Puis ça a pris 1 heure pour driller 6 pouces de roche. Fait que là, on dit c'est trop long, ça marche pas. L'équipe de sauvetage ont décidé d'installer un système de poulies qui serait ancré aux parois des tunnels. Ils utiliseraient des cames d'escalade. Moi, je connais rien à ça, là. Donc là, j'ai regardé un peu c'était quoi, mais de ce que j'ai lu, des dispositifs utilisant l'escalade pour sécuriser les cordes et assurer la sécurité des grimpeurs. Ces ancrages sont spécialement conçus pour être placés dans la roche et tenir fermement. OK, oui. Tu regardes, on a une image, je mettrai une photo s'il faut. L'équipe de sauvetage a donc commencé l'installation de ces cames. Ensuite, ils devaient passer une corde dans la poulie puis tester le système. Si la friction entre la corde et la pierre était trop forte, ils ajoutaient une came. Puis ce processus-là était très long. Chaque voyage dans le tunnel prenait presque 1 heure parce que seulement, encore une fois, une personne peut passer dans le tire-bouchon. À 8 heures le matin du 25 novembre, l'équipe a pu commencer à tirer sur la corde grâce au nouveau système de poulie. Dès que les pieds de John ont atteint le plafond du passage en remontant, il s'est mis à crier de douleur. Il n'y avait plus de sang dans ses jambes. Là. Ça fait 10 heures qu'il avait la tête en bas. Ça aurait quasiment pu arracher. Ben, c'est nécrosé, disons. Ils ont considéré casser les jambes. Oh mon Dieu, quand même, hein? Il était rendu là, mais là, il attendait un peu de voir, mais ses jambes étaient pas mal déjà finies, là. Ah, c'est la vie ou la mort, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as peut-être plus de jambes, mais genre, en tout cas. À cause de l'angle du tunnel et de la position de John, ça aurait jamais pu fonctionner, cette technique-là non plus, parce que ça plie pas du bon sens puis il peut pas être tourné. Encore là. Ça risquait de lui briser les jambes. Puis au stade auquel il était, le fait de lui briser les jambes, ça pouvait tellement être un gros choc que ça aurait pu le tuer. Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Oui, mon. Mais là, à ce stade-là, ses jambes étaient bleues. Ça commençait à nécroser, comme? Ouais. Il n'a plus de sang, là. Ouais, ça fait un bout. Fait qu'il avait très mal. Il sentait rien, mais il avait très mal. Tu sais, imagine là, comment c'est ordinaire. Mm-hmm. Puis, selon un médecin qui s'est adressé au Salt Lake Tribune, il y avait un de ses bras aussi qui commençait à être bleu. Mais c'est pas précisé lequel. Peut-être lui qui était pogné en arrière avec la roche. L'équipe de sauvetage a également constaté que les cames glissaient et étaient pas aussi bien fixées qu'ils pensaient. Les ancrages n'avaient pas adhéré solidement aux parois de la grotte parce que c'était couvert de glace. Là, c'était pas une partie où il y avait tant de glace que ça, mais c'était comme du calcaire, de calcite friable. Fait que ça s'effritait tout, ça se désagrégeait rapidement. Ouais, c'était pas optimal. Fait que ça tenait pas. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix de se résigner et à chercher une autre solution. Fait qu'ils ont perdu encore du temps. Oh, ils l'ont fait quand même bouger de pas mal avec ça, là. Mais dès qu'il lâchait, il retombait. Ah, OK. Oh mon Dieu. C'est terrible. Ils ont décidé de plutôt percer la roche, carrément. Pas juste prendre des ancrages, mais de la percer puis d'essayer des poulies avec des mousquetons. Une personne devrait être avec John pour essayer de tourner ses jambes à mesure que son corps sortait du trou. Mais là, il avait pas déjà essayé de percer la roche? Mais il disait que ça prenait 1 heure pour Mais là, c'est juste un trou. Là, c'est pour comme la faire tomber, genre. Comprends-tu? Ouais, Au lieu de comme vraiment faire tomber la roche pour que ça fasse plus d'espace, mais là, c'est juste tu drilles, puis tu places quelque chose, puis là, tu places un mousqueton, puis là, tu places une poulie, puis tu places une corde, pas tant de choses. Là. OK. Là, il devrait avoir une personne en plus de toutes les poulies puis l'installation. Tout serait fait. Un gars irait en bas, puis il essaierait de tourner le corps de John pour que ça puisse passer ses jambes. Mais là, c'est parce qu'il se ramasse comme 2 dans le trou. Fait en tout cas, il faudrait que le gars soit toujours comme avant John pour le tirer un peu aussi pour aider. C'est ça. Gros job. Puis le gars qui allait être avec lui, il s'appelait Ryan Schertz, qui serait en compagnie de John tout ce temps-là. Lui, c'est un passionné aussi de spéléologie, qui avait beaucoup d'expérience dans le domaine. Durant son enfance, Ryan avait passé une grande partie de son temps libre à explorer les profondeurs de la Terre, puis avait souvent joué le rôle de la victime piégée lors de simulations de sauvetage organisées par Utah Cave Rescue, un groupe fondé par son propre père, Dave Schertz. OK, qualifié le gars. Il en avait vu d'autres. Il mesurait 6 pieds 1, une taille relativement grande pour ce genre d'activité, mais Ryan était très mince et flexible, ce qui lui permettait de se faufiler facilement dans les espaces confinés, puis avec toute son expérience, il était immunisé contre la claustrophobie. Une grande gazelle, comme. Ouais. On peut dire ça. Un rapide. Oui. Mais quand Ryan a traversé le tire-bouchon, puis qu'il a vu l'espace étroit dans lequel John se trouvait, il a dû se retenir de pleurer. Oh, shit. En voyant ses pieds engloutis dans la roche. Il voyait que ce serait pas loin d'impossible. Ouais, hein? John était coincé dans une crevasse au fond d'un tunnel, à l'envers, avec aucun moyen de les aider. Il peut même pas, genre, aider à sortir, pousser, genre rien. C'est ça. Pendant que l'équipe de sauvetage réinstallait les poulies, les parents et la femme de John sont arrivés à l'entrée de la grotte. Oh. Ils ont été accueillis par des ambulances, des camions de pompiers, des voitures de police et des centaines de volontaires. Emily, la femme de John, a dit
Je savais que je ne pouvais rien faire pour aider, mais je voulais vraiment lui faire un câlin lorsqu'il sortirait. Je m'imaginais qu'il serait vraiment fatigué et effrayé. Peu de temps après leur arrivée, un homme a approché Emily et les parents de John. C'était le lieutenant Tom Hoxton. En pleurant, le lieutenant leur a dit « On va sortir John, on va le sortir pour vous. » Le lieutenant Tom était présent quand Buck Clark restait coincé dans la grotte. Lui, justement, qui sortait plus sa jambe, là, qui était pogné au même endroit. Le lieutenant, il se souvenait que ça avait pris 10 heures pour le sortir, même s'il mesurait 5 pieds 7, 140 livres. Le lieutenant était pleinement conscient de l'ampleur de la difficulté auquel il devrait être confronté pour sortir John de là. C'est pour ça qu'il pleurait en disant « Émilie, on va le sortir de là ». Il savait là, que c'était... Et ce qui était particulièrement choquant, c'est que la grotte était ouverte que depuis 6 mois à ce moment-là. Ouais. Elle avait été fermée, puis elle venait de se Elle venait de réouvrir depuis 6 mois. Ouais. C'est ça qu'il voulait éviter. Après presque 12 heures à la verticale et dans l'obscurité, John commençait à perdre contact avec la réalité. Un moment, John était très calme et la conversation était cohérente. La minute d'après, il était envahi par la panique puis il agitait ses jambes. Genre, il voyait juste ses pieds qui essayaient de se débattre puis de se dépogner. John suppliait Ryan de le sortir de là. Il disait qu'il voulait pas être sur sa tête. Ryan lui a demandé « Pourquoi t'es sur ta tête? » Puis John a répondu « Pourquoi vous m'avez placé ici? » Oh, je trouve ça tellement atroce. Ouais, il commence à divaguer. Il commence à divaguer. Il pensait que le monde l'avait placé là. Il a moins conscience un peu de ce qui se passe. Ouais, mais il a très peur. Non, mais attends, là. Fait que là, après ça, John, il disait « Je m'excuse d'être aussi gros. Ce serait tellement plus facile pour vous si j'étais pas aussi gros. » Puis c'est pas qu'il est gros, c'est que le tunnel est trop petit. C'est trop petit. Ryan lui a alors répondu que quand il réussirait à sortir de là, ils deviendraient des partenaires d'entraînement puis ils iraient au gym ensemble. Le meilleur moyen de calmer John, c'était de lui parler de sa famille, de sa femme puis de ses enfants. L'équipe a réussi à mettre la main sur 2 radios et ils en ont fait descendre une pour que John puisse parler à sa femme. Ouf. Puis ce fut un moment lourd en émotion, avec Emily qui lui disait de continuer de se battre, puis John qui disait qu'il sortirait pour la voir elle, puis leur fille Lizzie, puis leur petit bébé qui allait naître bientôt. Ryan il entendait John pleurer pendant qu'il était à côté à tenir la radio, genre. Vers 16 heures, l'installation du nouveau système de poulies était terminée. La corde passait à travers près de 15 poulies fixées dans les parois de la grotte. À l'entrée du tire-bouchon, 8 personnes seraient chargées de tirer sur la corde. L'équipe allait pas tirer sur la corde en continu, mais plutôt petit par petit, puis à mesure qu'il tirait la corde, mais Ryan ferait de son mieux pour le déplacer, pour qu'il puisse passer. Dès que John serait libéré, une équipe médicale s'occuperait de lui pour lui administrer de la médication par voie intraveineuse. Oui. Cet essai-là, c'était pas mal leur dernier espoir. Fallait que ça fonctionne. Dès que l'équipe a commencé à tirer, John a lentement remonté. À chaque traction, il se rapprochait un peu plus de Ryan. Au 3e coup, Ryan a pu voir les yeux de John à travers une fissure. Non, c'est bon, ça. Les deux se regardaient. C'est la première fois en 19 heures que John voyait une autre personne depuis qu'il était coincé. Comment il fait pour voir ses yeux? Mais il a remonté, puis il y a comme une craque. Il est comme tombé une hauteur qui se voyait, là. OK. C'est bon signe, ça veut dire qu'il a remonté pas pire. Là. Pas pire. Il a quand même bien remonté. Mais il a encore la tête par en bas, là. Il a encore la tête par en bas, oui. OK, mais c'est pour ça que j'avais de la misère à comprendre je comprends. Comment... D'après Ryan, le visage de John était sale, couvert de boue et ses yeux étaient rouges, probablement à cause des larmes ou du fait qu'il avait la tête par en bas depuis quand même assez longtemps. Ryan avait espoir que malgré toute attente, John pourrait sortir, pourrait prendre sa femme et sa fille dans ses bras, pourrait assister à la naissance de son garçon et voir ses enfants grandir. Mais c'est quelque chose d'horrible qui est arrivé. Non. Sous le poids du corps de John, un arc de pierre sur lequel était placée une poulie a cédé et la corde qui était attachée a rompu. Non. Un mousqueton en métal a frappé et assommé Ryan en plein visage. Les 8 personnes qui tiraient se sont effondrées au sol, puis John a glissé de nouveau dans la fissure, la tête par en bas. Non! Ryan était gravement blessé. Il a perdu connaissance après le coup de mousqueton dans le visage. À son réveil, il était confus, plein de sang. Pas des petits mousquetons, là, tu te mets ça à ta ceinture, là. C'est des grosses maudites affaires. Là. C'est des ancrages genre de métal. Là, oui, c'est vraiment un mousqueton, la même forme, mais c'est vraiment plus gros et plus rigide. Là. Parce que là, c'est parti avec une roche aussi. C'est parti, bang, d'en face. Il avait l'impression que sa mâchoire était brisée, son œil était enflé, puis sa langue était coupée en 2. Non. Ryan a avisé John, en parlant avec sa langue, il a avisé qu'il fallait qu'il aille se faire soigner puis qu'il sorte. Aïe. Fait que là, Dave, le père de Ryan, lui qui avait comme un organisme de rescue dans les grottes, il a vu son fils puis il a dit tu t'as sûrement fait une commotion cérébrale, tu ne retournes pas là-dedans, Mais non. t'as peut-être un crâne fracturé, t'as peut-être perdu ton œil,
tu ne rentres plus là. C'est terminé. Fait que c'est Dave qui l'a remplacé. Puis en passant, Ryan a vraiment fait une commotion cérébrale, mais pour le reste, ça a guéri quand même. Il n'a pas perdu son œil. J'en doute pas. Fait que le père de Ryan a pris le relais puis il est allé à contre-cœur. Il voulait pas y aller. Dès que Dave est arrivé à la fin du tire-bouchon, un John dévasté lui a dit « Je vais mourir ici, je vais pas sortir d'ici, n'est-ce pas? » Genre, Ouais, là, l'espoir commence à descendre. Là. Ouais, il y en a plus vraiment, là. Dave a fait de son mieux pour le rassurer. John a demandé à plusieurs reprises des nouvelles de Ryan. T'sais, malgré que c'est lui qui est dans la pire situation du monde. Il est comme est-tu correct? Il sentait full mal. Il s'excusait de ce qui est arrivé à Ryan, qu'il se fasse péter la tronche avec un mousqueton. Ouais, ben je pense qu'il a pris conscience que ses actions avaient mis d'autres personnes en danger. Ouais. Là. Fait que, tu sais, c'est pas une mauvaise personne, là. C'est juste que des fois, la témérité, ça dépasse un peu ton jugement. Oui, oui. Puis après ça, d'un coup, silence. La respiration de John s'est mise à ralentir puis il répondait plus. Oh non. Pendant que Dave considérait l'option de placer une corde autour de ce qui pouvait atteindre du corps de John, ben, il est resté coincé lui aussi. Ben, c'est sûr. Ça lui a pris 15 minutes pour se sortir de la fissure, puis il s'est mis à percer des trous encore dans la paroi. Rien fonctionnait. Les trous étaient soit trop petits, soit trop gros. La poulie tenait pas. Dave était épuisé, puis il essayait d'obtenir une réponse de John, mais rien, il n'y avait plus de réponse. Un peu après 18 heures, Dave est sorti du trou en s'arrêtant souvent dans le tire-bouchon pour se retenir de vomir, à cause de la situation. Ça le vire à l'envers. Une fois hors de la grotte, il est allé voir le lieutenant Tom Hodgson pour lui dire que John était en train de mourir et qu'il déclinait rapidement. John alternait en des moments de conscience et d'inconscience, puis avait commencé à parler qu'il voyait des anges et des démons autour de lui. Mais parce qu'il est dans le noir. Puis ça va plus bien, là, son cerveau. Là. Ouais. À 18h30, un membre du groupe de secours des grottes de l'Utah, Brandon Coalis, s'est faufilé dans le tire-bouchon. Brandon, il a un blog, puis à un moment donné, à force de se faire poser des questions à cause de l'histoire de la grotte Notipoti, mais il a décidé de faire un gros texte pour tout expliquer ce qui s'est passé puis répondre aux questions. Fait que, voilà une partie de où est-ce qu'il est rentré dans la grotte. Félix, tu vas nous lire ça, mon petit pote. Juste avant d'arriver là où se trouve maintenant John, il y a un passage extrêmement étroit d'environ 18 pouces de large et entre 8 et 10 pouces de haut qui prend un virage serré de 90 à 120 degrés où vous devez entrer pied en premier. Il faut manœuvrer très prudemment et on ne peut pas voir où nos pieds se posent. En me faufilant à l'intérieur, j'ai senti mes pieds toucher quelque chose de mou, qui s'est avéré être les pieds de John. Après m'être stabilisé, j'ai commencé à parler à John, lui demandant comment il allait et en me présentant. Il n'y a eu aucune réponse. J'ai légèrement modifié ma position et je l'ai tapé sur la jambe. J'ai entendu sa respiration profonde, un gargouillement, comme si ses poumons se remplissaient de liquide. Puis ses pieds ont bougé, comme s'il essayait de manœuvrer les jambes pour les sortir de la fissure où il était coincé. Le mouvement semblait assez frénétique et après un instant, il s'est arrêté, comme s'il sombrait dans l'inconscience. J'ai continué à le tapoter sur les jambes et les hanches pour voir si je pouvais obtenir une réponse, mais il n'y en a eu aucune. Brandon a évalué la situation, savoir si sortir John de là était possible. Une fois réparé, le système de poulie pouvait soulever John de quelques centimètres avant d'atteindre le plafond du passage. Comme il était inconscient, John ne pouvait pas se repositionner à l'horizontale, par lui-même. Il ne peut plus s'aider, il ne peut plus plier un membre, il ne peut plus rien faire. Même en étant conscient, il y avait très peu de chances qu'il parvienne à se libérer à cause de la manière dont il était tombé dans la crevasse. Un autre secouriste nommé Debbie a fait descendre une radio pour que la famille de John puisse lui parler, possiblement pour la dernière fois. Félix va nous lire un autre passage de Brandon sur son blog. La seule option restante serait d'utiliser un marteau-piqueur pour élargir la fissure et retirer certains obstacles, mais ça risquait de blesser gravement John avec de possibles fractures. Pourtant, ça semblait être la seule solution viable. Le marteau-piqueur était beaucoup plus lourd que je ne l'avais imaginé. Le maintenir en position tout en insérant mon corps dans la fissure m'a demandé toute l'énergie que j'avais. C'est sûr. J'ai essayé de me repositionner, mais à chaque mouvement, je n'arrivais pas à bien saisir le marteau-piqueur à cause de sa longueur. Et puis il peut se blesser, là, il peut se... Il peut rester près lui aussi. Là. Faire tomber plus de roches avec le marteau-piqueur. Ouais, oui, c'est ça. Je vais vous envoyer une photo de Brandon dans la grotte pendant qu'il est en train de se placer. Genre, sa main atteint presque le sol et la paroi en même temps. Puis on voit les câbles aussi qui tiraient jaune, orange. Oh là là, c'est tellement C'est minuscule, là. C'est quasiment pas possible qu'il rentrait là, on dirait. Là. C'est incroyable. C'est petit. Mais que n'importe qui rentre là. Puis le désir de vouloir aller là-dedans. Mais il y a du monde qui trippe tellement là-dessus, là, le défi de l'avoir surmonté, mais genre, je comprends pas. Mais c'est un rush d'adrénaline, tu sais. De genre, oh my God, je suis pris. Oh my God, je suis déprimée. Mais moi, je voudrais... Non.
Non, ça me rejoint pas. Mais tant mieux pour ceux qui aiment ça, là, mais ouf, non. Pour surtout qu'il y a des risques comme ça. Oh mon Dieu, non, c'est pas possible. Brandon a demandé à avoir des outils plus petits et plus faciles à manier, mais rien n'était disponible pour le moment. Ce qu'ils avaient à leur disposition n'était ni assez rapide ni suffisamment efficace. Un paramédic a été envoyé dans la grotte pour prendre les signes vitaux de John en fin de soirée, le 25 novembre 2009. À ce moment-là, John n'avait ni bougé ni parlé depuis des heures. Oh. Comme le sauveteur, le paramédic n'a pas réussi à se faufiler à travers le passage, Brandon a dû prendre le relais pour évaluer les signes vitaux de John. Il a reçu des instructions sur l'utilisation du stéthoscope et du thermomètre, ainsi de l'endroit précis où prendre le pouls. Tremblant dans sa position inconfortable, Brandon a tenté d'utiliser le stéthoscope. Il a pu seulement le placer à quelques centimètres de son nombril. Dans le fond, la manière que John est retombé, il y avait plus d'espace entre ses jambes et la roche. Fait que là, il pouvait comme glisser sa main puis mettre le stéthoscope, mais il n'a pas été assez proche du nombril pour avoir un résultat fiable. Ouais. Mais il n'y avait aucun battement de cœur qui sentait dans le stéthoscope. Mais il tremblait tellement que genre, il ne sait pas si il s'affossait genre la patente. Ouais. Brandon a alors glissé sa main entre la roche et la poitrine de John pour essayer de voir s'il respirait encore. Encore là, il n'a rien senti. Brandon a remarqué que la poitrine de John était chaude et en sueur, tandis que le reste de son corps était glacé, rigide. En enlevant les chaussures de John pour vérifier sa température, Brandon a rapidement remarqué que ses jambes et ses pieds étaient froids et rigides au point où il ne pouvait même pas soulever ses jambes. Il ne pouvait même pas les bouger. Brandon a informé le paramédic à 23h56, après 28 heures coincé à l'envers, que John Edward Jones était décédé. Brandon a dû redescendre dans la grotte pour prendre des photos à l'endroit où est-ce que John était pour avoir la position de son corps à la demande du paramédic. Il fallait ça, là. C'était comme pas une scène de crime, mais... Ouais. Comme pour aussi que le paramédic puisse voir, là. Ouais. Parce qu'il pouvait pas y aller. Quand l'annonce a été faite, Emily, la femme de John, acceptait pas qu'il ait pu déterminer que John était mort en tentant de prendre son pouls sur sa jambe, quand ça faisait déjà un méchant bout qu'il n'y avait plus de circulation sanguine dans ses jambes. Ouais, j'avoue, par Emily, mais oui, c'est que je comprends, là. Puis Emily est fixée sur l'idée, mais s'il n'est pas vraiment mort, puis si on l'abandonne, puis qu'on le laisse là, puis qu'il se réveille, puis il est tout seul, on peut pas s'en aller, là. Puis je comprends, mais tu sais... Après plusieurs conversations avec le paramédic, Emily puis la famille de John ont quitté la grotte à contre-cœur. Peu de temps après minuit, toutes les personnes impliquées avaient déserté la grotte Naughty-Petit. C'est terrible. Puis il restait seulement John à l'intérieur. Mais le travail était loin d'être terminé parce que même si John était décédé, il devait quand même retirer son corps. Puis ça s'annonçait être une tâche particulièrement complexe. Fait que là, je vais te faire lire la dernière partie. Il était vraiment décédé? On le sait pas. Oui. Mais oui, c'est quasiment sûr. Là. Ça faisait 28 heures qu'il était à l'envers. Là. C'est ça, là. Je pense que c'est... Il parlait plus, il n'a pas bougé, il n'entendait même pas. T'sais, c'est pas juste le fait qu'il entende respirer normalement, c'est que normalement, il entendait avec des gargouillements, là, sa respiration. Là. Une respiration difficile, ça s'entend. Ouais. Lui, il n'entendait plus rien. Puis il réagissait plus. Fait que, en tout cas, je vais te relire la dernière partie du blog de Brandon, Félix. Avec le décès de John, l'effort nécessaire pour retirer son corps serait d'une complexité exponentielle. Son corps rigide ne pourrait pas passer le virage étroit au-dessus de ses pieds sans modification majeure du passage, ce qui pourrait prendre des jours ou des semaines avec une perceuse à percussion et peut-être un peu plus rapidement avec des micro-perforateurs. Toute enflure rendrait presque impossible son extraction de la fissure dans laquelle il était coincé. Tant que l'enflure n'aurait pas diminué, il n'y avait aucun moyen de l'attacher à une corde, sauf par ses pieds. Après quelques jours, des combinaisons de protection et des masques seraient nécessaires pour manipuler le corps, ce qui provoquerait une surchauffe importante chez les secouristes tentant de l'extraire. Avec un pantalon et une chemise à manches courtes, une personne transpire abondamment après 10 à 15 minutes et peut travailler pendant 30 à 60 minutes avant de devoir faire une pause. Avec une combinaison de protection et un masque, on pourrait probablement travailler pendant seulement 5 à 10 minutes avant de devoir s'arrêter sans parler des limites de mobilité. Aïe, aïe. Mais là, il n'aurait pas pu mettre la dynamite? Il peut pas trop être blessé. Pour le sortir? Hein? Oui. Ouais, mais la personne, il va falloir qu'elle aille après. Ça va être stable. Ça va prendre combien de temps? Il faut quand même le suit de protection. Mais là, il pourrait peut-être mettre de l'huile puis tirer. Ouais, mais l'huile, s'il tire, c'est parce que ça glisse pareil. C'est ça l'affaire. Mais si tout est bien fixé puis qu'il tire... Ouais, mais la corde qui est autour de sa jambe, elle va glisser. Ta mettrait serré. En tout cas, je pense que rendu là, ils se sont juste résignés qu'ils ne sortiraient pas le corps. Là. Oh ouais. Tout ce qu'ils devaient faire, c'est d'attendre le stade de décomposition. Ça aurait pu se faire des semaines après le décès parce que une grotte, ça a son propre écosystème. C'est pas comme s'il était laissé dans le bois, mettons. Ouais. Il y a un écosystème souterrain.
Lors d'un appel téléphonique difficile, le 26 novembre 2009, le lieutenant Tom Oxon a informé la famille de John qu'il ne serait pas en mesure d'extraire son corps de la grotte. Elle est restée là. Oh my God! Le lieutenant Tom Oxon a dit au journal Salt Lake Tribune « Passez cet appel téléphonique le matin de Thanksgiving à une famille qui espérait que vous sortirez leur fils et qu'ils obtiendraient un certain soulagement. Ce n'était pas un appel facile à passer. Beaucoup d'entre nous avaient l'impression de ne pas avoir apporté à la famille l'apaisement qu'elle souhaitait. Nous avons simplement l'impression d'avoir laissé quelque chose d'inachevé. » Andy Armstrong, l'un des secouristes impliqués dans les tentatives de secours de John, a écrit sur un forum de spéléologie que le fait de ne pas autoriser les secouristes à récupérer le corps était une insulte pour eux et que la décision de laisser le corps sur place n'avait pas été prise à l'unanimité. Dans le fond, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti, là. Hey. Encore à ce jour? Non. Hey, OK, je m'attendais pas à ça. Ouf. Mais là, après, quand c'est rendu un squelette, là, je veux dire, c'est quand même plus facile d'aller ramasser ça, là. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu le choix de se rendre à l'évidence que s'ils n'avaient pas été capables de le sortir en vie, tenter de le faire après son décès était impossible, mais aussi dangereux. Mm-hmm. Puis surtout que plusieurs secouristes étaient restés pris durant le sauvetage. Je comprends. Fait que là, ils ne voulaient pas s'essayer. Fait que le vendredi 27 novembre 2009, les responsables du comté de l'Utah, les gestionnaires de la grotte Notipoti et la famille de John ont pris la décision de sceller de manière permanente le passage dans lequel le corps de John se trouvait. Oh! Fait qu'ils allaient sceller le passage avec le corps de John dedans. Puis le 9 décembre 2009, les autorités ont utilisé de la dynamite pour détruire l'entrée de la grotte avant de la sceller avec du béton. La grotte au complet. Ouais, la fermeture de la grotte était définitive. Mm-hmm. Plus personne n'irait là. Cette décision a fait énormément réagir, encore une fois, comme au début, quand il avait fermé. Les gens ont chialé. Dale Green, l'homme qui avait découvert la grotte en 1960, a déclaré à KSL News qu'il était conscient que l'endroit dans lequel John était resté coincé posait problème parce qu'il était lui-même resté coincé dans le passage, dans le passé, dans le tire-bouchon. Il affirmait toutefois que c'était la seule section de la grotte où il y avait eu des incidents. Lui, il pensait qu'il devrait seulement fermer l'endroit qui posait problème, pas toute la grotte. Mais je pense que là, ça aurait attiré beaucoup de monde à y aller. Là. Ben oui. Encore plus de monde aurait voulu y aller à la grotte, fait que je pense que c'est une bonne décision. Puis en même temps, rendu là, moi, je le vois d'une autre façon aussi, là. C'est rendu quasiment le tombeau de quelqu'un. Ouais. Mm-hmm. T'as pas d'affaire, là. Ouais. Il y a comme une question de... Je sais pas, c'est comme... Ben, je suis d'accord. Ouais. Là, le monde aurait commencé à dire qu'il y a des fantômes dans la grotte, puis ça aurait fait des niaiseries, puis non. Non, c'est ça, c'est comme... Comment qu'on appelle ça? Profaner un... Prenez, ouais, je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, je sais pas. Je le vois un petit peu de cette manière-là, puis aussi du fait que il dit qu'il n'y a aucun passage qui cause problème après ça. On s'entend que le Bird Canal, c'en est un. Oui. Puis, de deux, il y a plein de passages qui ont clairement pas été explorés puis cartographiés. Ouais, Fait que probablement. sur quoi qu'il se base pour dire ça? Ouais, c'est juste parce qu'il veut pas que sa découverte soit éteinte. Tu l'as découvert, là. C'est Ton pas frère vrai. est correct, là. Tu l'as... Pas d'enjeu. Puis tu l'as exploré. Oui, Ça sert à rien. il l'a là. vécu, il a eu beaucoup d'années pour la vivre. Puis, Mhm. tu sais, je veux dire, à quel point tu veux garder cette espèce de petit côté d'égo-là quand tu sais que quelqu'un est mort dedans. Laisse Ouais, faire, lâche laisse prise. faire. Mais ça a dû être dur pour la famille, surtout de lâcher prise. oui, T'sais, pour la il famille, était, oui. Ouais, il était quand même consulté. Il faisait quand même partie de l'espèce de groupe qui a C'est pris ça. la décision de condamner le tunnel puis la grotte aussi, mais de savoir que le corps sera comme jamais sorti de Mhm. là, Ouais. je pense que pour un deuil, ça doit être encore plus difficile là, de le faire. Là. Ben Il oui. n'y avait pas le choix. Et ils ont quand même été très compréhensifs avec cette décision-là. Là. Ils ne voulaient pas que plus de monde risque leur vie pour ça. Mhm. Ils ne voulaient pas que quelqu'un d'autre reste pris. Ils ne voulaient pas que C'est quelqu'un ça. meure. C'est sûr que c'est une mort terrible, mais au final, il était quand même dans une grotte conscient qu'il pourrait avoir des dangers, là, puis il faisait quand même une activité qu'il aimait au moment que Mhm. Ouais, c'est sauf arrivé, qu'on s'entend que ces dernières heures, ça a pas mal été Non, c'est sûr. l'enfer. Mhm. Ah, Il c'est est l'une des encore- pires morts. Il est encore dans ce tunnel de l'enfer-là. C'est ça que je trouve qu'il Ouais. n'y a pas full de closure à ce Mhm. Ouais. niveau-là. Mhm. Oh, ouais. Il n'est pas délivré de son lieu de décès, disons. Exact. De presque de torture. Il y a une autre personne qui s'est opposée à la fermeture définitive de la grotte, Mike Beard, un membre d'un club de spéléologie et affilié de la Société nationale de spéléologie. Il a dit que, d'après lui, les incidents mortels en spéléologie sont rares et la plupart des décès dans les grottes surviennent à cause des chutes. Il estime que les individus devaient avoir la liberté de choisir eux-mêmes s'ils prennent des risques ou non lors de leurs aventures. Fait que c'est un peu ce qu'on disait aussi au début, mais lui a aussi dit « C'est triste, je sais pas ce qu'on pourrait dire à la famille, mais empêcher tout le monde de prendre des risques n'est certainement pas la solution. » Excuse-moi. Il est mort dans la grotte. Il est encore dans la grotte. Arrête.
Ceci étant dit, ça me fait penser au fait qu'il y a plein de gens qui sont morts sur l'Everest, puis on continue à y aller. Hein? Puis les corps sont encore là. Ben oui. Ouais. Fait on dirait que, je sais pas, ça dépend vraiment de la façon dont tu le vois. Là. Mais t'es consciente, c'est ça que je dis un peu. Là, en fait, là, quand tu fais ce genre d'activités-là, qui sont quand même avec un haut risque de décès, disons, comme activité, c'est un haut risque. J'en mets peut-être un peu, mais quand même, il y a plus de risques, disons, à faire cette activité-là que d'aller faire de la nage en piscine, à la piscine municipale, là, avec un sauveteur. Mais il y a là. plus de risques aussi d'aller monter l'Everest tout court Ben oui. que d'aller dans une grotte. Ouais. C'est que là, il y a eu beaucoup de mauvaises décisions qui ont été prises, qui ont mené à sa mort. Puis c'est une mort atroce, là. Il n'y a aucune de ces mauvaises décisions-là qui méritait que ça se finisse de même. Ben non. Puis on s'entend aussi que l'Everest, pour y aller, vraiment, ça coûte cher. Tu peux pas y aller si t'es pas expérimenté parce que tu te rendras pas à la partie le dead zone. Fait que tu sais, il y a plein de choses qui font que ça se compare pas tout à fait, là. Tandis que quand tu t'en vas dans ton excursion pour l'Everest, tu sais que tu vas probablement croiser des corps puis que tu vas peut-être mourir en chemin, tu sais. Tandis que là, n'importe quel nigo, entre parenthèses, pouvait y aller puis s'aventurer là sans même peut-être savoir qu'il y a un corps là. Fait que c'est sûr que c'est pas la même chose, hein? Ouais. Oh, oui, c'est ça. Mais si, mettons, le corps avait été sorti puis il était quand même décédé là, ça aurait été peut-être un autre dossier. Mais là, le fait, c'est que le corps est là. Ouais. 100%. C'est pas top. Puis je pense que c'est une bonne chose que ça soit fermé. Là. Moi aussi. Moi, je suis d'accord quand même. Allez découvrir d'autres grottes, là, ceux qui sont fâchés. Là. Ben oui, il y en a d'autres, il y en a plein. C'est sûr que Arrêtez. ça doit... Oui, la famille a dû préférer ça aussi, là. Oui, mais Que c'est surtout pour la grotte soit famille. complètement fermée, là, même dans le sens probablement qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un d'autre ait un accident dans le même genre, là. Oui, puis aussi la culpabilité du monde qui ont décidé de réouvrir la grotte pour que 6 mois après, quelqu'un meure dedans. Fait qu'ils ont dit là, non, ça arrivera plus. Ça aurait sûrement fait revivre un peu le traumatisme de la famille, là, disons qu'il y aurait eu une autre personne qui aurait resté pris dans la même grotte encore. Tellement. Se sera replongé là-dedans. Non, c'est pas super. Dans les 137 secouristes présents à la grotte, plus d'une vingtaine se sont présentés aux funérailles de John. Même s'il n'y avait pas de corps, il y a quand même eu des funérailles, on va pas. C'est sûr. Les proches de John ont tenu à assurer aux secouristes qu'ils ne les tenaient pas responsables de sa mort. Leon, le père de John, a dit « Ils ont montré tellement d'attention et de préoccupations pour John comme s'il faisait partie de leur propre famille. Ils ont risqué leur propre vie, c'était pas juste un travail. » Pour plusieurs secouristes présents, ce fut très difficile de passer à autre chose. Ils avaient déjà été confrontés à des décès dans des grottes, mais ils avaient toujours réussi à extraire le corps. Suzy Motola, la première secouriste à avoir rejoint John à l'autre bout du tire-bouchon, repensait sans cesse à ce que l'équipe aurait pu faire différemment pour le sortir de là. Je vais vous lire un passage de l'article de Salt Lake Tribune. Ça dit « Suzy a lu le blog d'un ami qui parlait de trouver une bénédiction dans les choses terribles. Mais elle ne pouvait pas imaginer quelque chose de positif venant de la mort de John. Un homme était mort seul dans un trou sombre. » C'est littéralement ça. Josh, le petit frère de John, a contacté Suzy par téléphone par après l'incident, puis il gérait lui-même la culpabilité d'avoir proposé l'idée de visiter la grotte à son frère. Suzy et Josh ont fini par développer une amitié sincère et se sont aidés à vivre ce deuil. Encore à ce jour, il y a un article qui est sorti en 2024, puis encore en 2024, justement, mais ils se parlaient encore, puis Josh invite parfois Suzy lorsqu'ils se rassemblent un groupe pour faire des activités de plein air comme du kayak et du camping. Définitivement pas exploration de grotte, par contre. Josh est encore rongé par la culpabilité 15 ans après la mort de son frère. Peu de temps après que la grotte a été scellée, Josh a essayé de combler son temps pour se changer les idées, dans le fond, en s'investissant dans la religion et dans ses études. Malgré ses efforts, Josh est plongé dans une profonde dépression marquée par des symptômes de stress post-traumatique. Il a quitté l'Église, il s'est établi à San Diego et a commencé une thérapie pour aider à gérer son deuil. Josh raconte que ce n'est qu'après plusieurs séances de thérapie qu'il a fini par réussir à pleurer. Ouais, vraiment. Ça a pris des années avant qu'il réussisse à pleurer son frère. Ben, c'est clair. Ouais. C'est une étape. Le décès de John a été tout autant difficile pour Ryan, celui qui a été assommé par le mousqueton. Il était certain que John et lui auraient été de très bons amis s'il avait survécu. Selon Brandon, lui qui est en dernier dans la grotte, les équipes de recherche et de sauvetage ont eu de longues séances de débriefing après l'incident pour évaluer ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné et ce qui pourrait être fait différemment la prochaine fois si un tel accident devrait se reproduire. Après la mort de John, Emily est retournée vivre chez ses parents en Virginie. Le 15 juin 2010, elle a donné naissance à un petit garçon qu'elle a nommé John Jr. comme prévu. En août 2012, Emily s'est remariée et a changé son nom après avoir eu l'approbation de ses propres parents puis ceux de John. Plusieurs l'ont harcelée en ligne après avoir appris ça. Il y a même des gens qui ont commenté sur son profil Facebook qu'elle ne méritait pas John parce qu'elle avait passé à autre chose.
Parce que c'était remarié. Genre, sérieusement, là, vous voulez qu'elle fasse quoi, là? Qu'elle reste toute seule à pleurer son mari décédé? Puis elle a 2 enfants, là. Oui. Faut qu'elle soit une mère, là. Faut qu'elle show up, là, chaque jour, Oui. de bonne humeur, le mieux qu'elle peut, là. Puis c'est pas en étant seule et isolée qu'elle va être capable. Puis ça veut pas dire qu'elle a oublié son mari, là. Jamais de la vie. Voyons. Jamais. Ça s'oublie pas. Dans l'article, là, je vais mettre des photos, là, elle a encore des cartes de lui chez eux, là. Terrible. Il a pas été effacé, là. La tragédie survenue dans la grotte Notipoti a servi d'inspiration pour le film The Last Descent. Ce film-là est sorti le 16 décembre 2016. Ça raconte l'expérience de John Edward Jones et sa mort dans la grotte en mettant fortement l'accent sur sa relation avec sa femme Emily. Le réalisateur du film a justement approché Emily pour qu'elle puisse lui donner sa bénédiction. Emily a rencontré les acteurs, elle a lu le script, puis elle a assisté à une partie du tournage. Elle était vraiment impliquée dans tout le processus. Même si elle a été impliquée dans la création du film, Emily a été choquée de voir une scène en particulier au point où elle s'est sauvée du plateau en larmes. C'est sûr. De ce que je comprends, elle voyait comme sur un écran une scène qui se faisait filmer, puis elle est juste sortie pleurer dans le parking. Elle a raconté c'était vraiment difficile à regarder. Même si j'étais là-bas, je n'ai jamais vu John souffrir. Et voir ça représenté à l'écran, c'était dur. Le film a été diffusé que de manière limitée dans les États américains de l'Utah, l'Idaho puis l'Arizona. Je pense qu'il est disponible sur YouTube. Je pense. Ça s'appelle La Descente? The Last Descent, la dernière descente. J'ai pas écouté. Moi, non. L'histoire que tu nous as racontée déjà assez angoissante, là, Pas besoin du visuel. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec du recul, iriez-vous dans une grotte? Ben non, ça n'a pas changé. Mon opinion ne change pas. Par rapport à ça, là, non. Encore moins. Une grande grotte pour les ours, comme j'ai dit au début. Juste pas d'ours. Ouais, c'est ça. Idéalement. C'est une grande grotte où tu peux aller te baigner puis tout ça, puis que le passage n'est pas minuscule. Juste pas que j'aie besoin de passer dans un truc minuscule, là, où genre que faut que je me coupe la respiration pour passer. Ah non, ça n'a pas de bon Sinon, sens. ça me dérange pas. Ça n'a pas de bon sens. Si jamais il y a du monde qui nous écoute, qui triple là-dessus, là, parlez-nous-en donc, genre, de qu'est-ce que vous cherchez comme sentiment, genre, comment vous trouvez ça, où vous êtes allé, je veux tout savoir, ça m'intrigue, parce que je connais personne qui triple de ça. Ben, c'est pas full accessible ici, là, je pense. Il y en a une dans mon coin à Bonaventure, petite grotte que tu peux visiter, mais c'est quand même grand, là. On pourrait y aller cet été. Mais sais-tu quel parallèle que ça me fait penser? Tu sais, il y a un tunnel, là, proche de Champlain, qui est comme un ancien tunnel de train, je pense. Puis ça a l'air que c'est des kilomètres dans le noir, puis tu peux traverser, puis t'arrives à Limoilou. J'ai déjà entendu ça. C'est-tu vrai ou je dis de la merde? Mais c'est Greg qui parlait de ça, je pense. Oui. C'est lui qui est parti de la légende. Il n'y a pas un de nos amis qui l'a fait, le Mais chemin? c'est pas Greg, justement. Non. En tout cas, j'ai aucune idée. Là. C'est zéro fact-check, là. Mais mettons juste traverser un long tunnel comme ça. Là. Ça me suffirait pour un thrill. Mais c'est ben trop long, là. Ah non, ça me tente pas. Je veux pas pourquoi on se dirait se mettre dans le noir. Crime. C'est vrai. Écoute. Regarde. L'histoire de John Edward Jones est tragique, bouleversante, mais profondément humaine. Elle rappelle à quel point la nature peut parfois être fascinante et impitoyable et souligne le courage exceptionnel de ceux qui ont risqué leur vie pour tenter de le sauver. Depuis cet incident, la grotte Notipoti est restée fermée et comme le corps de John n'a jamais été récupéré, le site est désormais considéré comme une sépulture. Ceux qui s'y rendent aujourd'hui ne trouvent qu'une plaque commémorative dédiée à John sur laquelle on peut lire ceci. Nous exprimons notre sincère reconnaissance aux secouristes courageux et dévoués qui ont travaillé sans relâche pour libérer John. Votre héroïsme ne sera jamais oublié. Nous invitons toutes les personnes qui visitent le lieu de repos éternel de John à apprécier et respecter cet espace sacré. Signé la famille de John. Ouais, c'est bien. Ouais. Et voilà, c'était l'histoire de la grotte Notipoti. Pour les shout-outs de nos membres Patreon, on a Isabelle, Marie-Christine, Cassandre, Sabrina et Alexandra. Merci infiniment de contribuer à notre Patreon qui nous permet de nous fournir, de nous équiper avec des bons Merci équipements. tout le monde. Merci les girls. Pas juste ça aussi quand on fait des épisodes en studio. Ça Aussi. coûte cher. Donc, le segment disparition de cette semaine. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Anthony Jonca Poulain, 15 ans, d'Ascot Corner. Je sais pas c'est où. Il a été vu pour la dernière fois le 27 août dernier vers 15h dans le secteur d'Ascot Corner. Donc, le 27 août 2024, quand même, là, ça va faire un an en août. 15 ans. Ouais. 15 ans? Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Donc, la description d'Anthony, il mesure 5 pieds 10. Il pèse 120 livres, a les cheveux châtains et les yeux pairs. On n'a aucune description vestimentaire pour Anthony.
toute personne qui apercevrait Anthony Jacob Poulain est priée de communiquer avec le 911. À Scott Corner, je sais pas trop c'est où, mais c'est à 1h30, 1h40 de Montréal que ça dit. OK. Fait que là, on va aller sur Patreon. Et là, je vais raconter une autre histoire de grotte. Différente cette fois-ci, mais tout autant tragique et terrifiante. Oh my God. Ouais. C'est que si vous aimez ça, être stressé puis angoissé, ça se poursuit. On se dirige vers les grosses froches, je pense, cette saison-ci. Ouais, quand même, hein? Ouais, ça va pas, là. C'est des histoires stressantes. Ouais, des histoires stressantes. Ça va être le nouveau nom du podcast. Bienvenue au podcast Les histoires stressantes. Où mon père de l'espérance de vie à vue d'œil. Oui, c'est ça. Bonne journée, bonne soirée, Bye. les amis. Au revoir. Bye.